Dans cette vidéo, on va débunker un sujet, Claude Opus 4.7. Vous entendez de partout un sujet absolument viral. 17 millions de personnes se ruent sur le sujet, boum, tous les influenceurs se lancent dessus. Tous les influenceurs parlent de la possibilité de créer un deuxième cerveau avec Obsidian et Claude 4.7. Comment créer un deuxième cerveau plus puissant? Tout ça basé sur l'architecture de Karpati. André Karpati, l'ex-fondateur d'OpenAI, a lancé une bombe marketing et si on remplaçait les RAG par une base de connaissances locale sur votre ordinateur. Dans cette vidéo, on va débunker ce que vous disent aujourd'hui les influenceurs. Êtes-vous aujourd'hui capable de savoir qui dit vrai dans le domaine de l'IA, qui a réellement des compétences dans le domaine de l'IA? Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les structures à utiliser pour développer un système de base de connaissances en codant des systèmes agentiques à l'intérieur de Claude Opus 4.7 avec toute la structure, les prompts, le lien, bref, vous saurez tout sur la base de connaissances Obsidian et Claude 4.7 dans cette vidéo, c'est maintenant. Premier point à comprendre, qu'est-ce que c'est que le cerveau Obsidian? Le système Obsidian, c'est quelque chose qui est très proche de les bases de connaissances de type Notion. Le logiciel Obsidian va permettre de créer un document, et ce document, c'est une feuille d'écriture où vous allez pouvoir écrire en format Markdown à l'intérieur de ce document. C'est donc un lecteur de fichiers Markdown avant tout. Et il a une particularité, c'est qu'on peut mettre des mots-clés à l'intérieur avec les fonctions double crochet. Si vous mettez double crochet et vous mettez le terme maison, par exemple, un mot-clé, vous pouvez créer un tout nouveau document, de mettre à nouveau le même terme à l'intérieur et vous avez créé un système qui va comporter deux liaisons entre deux documents. Autrement dit, le système Obsidian va rechercher un mot-clé spécifique à l'intérieur du document que vous avez créé. Alors, comment s'en servir pour créer une base de connaissances à l'intérieur de Claude Opus 4.7? Bonne nouvelle, Obsidian est gratuit et pour le télécharger, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Download, Download Obsidian, vous avez toutes les interfaces qui sont compatibles et vous l'installez. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que la vue que vous avez est une base de connaissances de type RAG? Et là, c'est hyper important de comprendre ce point technique. Quand on regarde de loin, on a bien des petits points qui se baladent dans l'espace. Mais est-ce que c'est vraiment un système RAG? Un RAG, c'est un Retrieval Augmented Generation basé sur ce qu'on appelle de la recherche sémantique, basé sur des mots-clés, sur des distances cosinus. Ça veut dire qu'à un moment, on a créé des bases vectorielles de votre contenu et on a défini la distance qui sépare les concepts à l'intérieur du contenu. Ce qui veut dire qu'on a créé un système qui est composé de trois parties. On a l'utilisateur qui pose une question, un système qu'on appelle le retrivial qui va interroger une base de données vectorielle, la base RAG, un système qui va récupérer les éléments les plus pertinents à injecter dans le contexte, ce qu'on appelle un retrivial, et on peut ajouter des fonctions qu'on appelle un re-ranking, c'est-à-dire qui va sélectionner uniquement les meilleurs documents et ensuite on envoie cette information qui va être ajoutée à les réponses du LLM qui ensuite vous livre la réponse finale. La première chose en fait qui se passe en prenant conscience de ce système-là, c'est que ce n'est pas du tout un RAG, c'est juste l'identification d'un mot-clé. Donc c'est basé sur ce qu'on appellera plutôt un regex. C'est l'identification d'un mot-clé précis qui va permettre à la base de créer tout simplement un lien. Mes documents sont absolument vides, ils ne parlent pas du tout de la même chose, et pourtant, Obsidian me dit qu'ils sont reliés. Donc, premier élément, le système Obsidian, ce n'est pas du tout un système RAG, c'est un système de mots compilé dans un format Markdown, donc une base de connaissances brute. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser Claude pour naviguer dans cette base? Oui, complètement. Quand vous installez en fait une base, vous avez un répertoire. Donc ce répertoire, il a ce qu'on appelle un chemin d'accès. Vous avez le chemin d'accès qui apparaît dans Copier votre chemin. Donc indépendamment que vous soyez dans Claude Code ou Claude Cowork ou un autre système, vous avez donc le chemin où vous pouvez aller travailler. Donc vous pouvez ajouter un répertoire, créer un projet et donner l'emplacement du document que vous souhaitez utiliser et donc de toute la base de connaissances en format Markdown à l'intérieur du document. Le format Markdown, c'est un format de texte structuré avec en général des hashtags, des séparateurs, des titres
qui permet assez facilement aux IA de comprendre les blocs de texte. Mais le format Markdown, c'est aussi la manière dont on code les instructions des systèmes IA. Pour cette occasion, vous avez sous les yeux le prompt de Claude Opus 4.7 qui vient d'être extrait il y a à peine quelques heures. Oui, le modèle Opus 4.7 vient d'être complètement déverrouillé et on a accès à ces informations internes. Ça nous apprend des choses. Le format Markdown, quand il devient très long, est structuré avec une couche XML. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille avec un formatage Markdown XML? Parce que le problème qu'il y a sur la compréhension des contextes, c'est que plus le contexte est long, moins le modèle est capable de correctement comprendre ce qui se passe. Ce qu'on appelle une perte de contexte, également le rot context en prompt engineering. Ce problème, on l'a déjà abordé dans des vidéos précédentes et ça nous explique un point hyper important. Quand vous introduisez en fait de la documentation, de la data, si vous disposez d'un document qui comporte ce qu'on appelle des distracteurs, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas pertinents. 4 éléments non pertinents dans une interface permettent de diminuer de 20 à 60% les capacités de compréhension d'une IA. Et c'est encore pire lorsque vous posez plusieurs questions simultanées à un même modèle. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que votre donnée, ce que vous allez amener, doit être le plus possible nettoyé. Alors pour cela, on utilise plusieurs méthodes. On utilise en fait des PDF parseurs. On nettoie l'intégralité d'un document PDF pour garder uniquement la structure logique du texte. Ça, c'est la première étape. Ce qui va vous permettre par la suite de récupérer la structure et de pouvoir l'importer proprement à l'intérieur de votre document. Donc vous pouvez le créer manuellement, ajouter la structure de votre document à l'intérieur et donner un titre à votre document. De cette manière, déjà, vous commencez à réduire le risque d'introduction de distracteurs à l'intérieur de votre contexte. Alors, ce travail, on peut l'automatiser avec l'IA. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va le faire, on consomme énormément de tokens. Il va falloir donc développer un système qui va codifier la méthode d'extraction, les règles d'extraction en fonction de la longueur de votre document. S'il y a 50 pages, s'il y a 100 pages, c'est autant de tokens qui vont partir dans le système. Et vous le savez, Claude est très cher. Donc parfois, le fait de le faire manuellement peut vous apporter beaucoup plus en termes de coûts plutôt que de le faire automatiser sur des tâches qui peuvent prendre 40 minutes là où ça va vous prendre 1 minute 30 en le faisant manuellement. Le premier point, c'est que quand on fait ce type de système, on perd toutes les images. Donc on n'est pas capable de récupérer les informations d'images. Alors comment faire ? Mistral nous a développé un système d'OCR qui permet d'intégrer les informations d'images. Être capable d'intégrer dans la base de connaissances du modèle des tableaux, des images à l'intérieur de votre document. Mistral met à disposition un système complètement gratuit qui s'appelle Document AI qui va vous permettre de télécharger 10 documents à la fois et supporte le PDF, les images, les documents Word, ce qui va vous permettre, en configurant l'interface, le nombre de pages que vous voulez souhaiter intégrer, les images que vous souhaitez ou pas, d'exécuter une phase de nettoyage et de récupérer uniquement les informations en les transformant en format Markdown avec l'intégration, la description des images. Pour cela, vous pouvez aller plus loin dans les paramètres en intégrant les annotations d'images, en utilisant des modèles structurés de data. Vous créez ce qu'on appelle des datasets où vous allez créer par contre la description de l'image, la valeur qui est annotée à l'intérieur de l'image et vous changez le format en indiquant si les informations doivent être obligatoires ou optionnelles. En rajoutant du dataset structuré, ça va vous permettre d'aller plus loin et avoir par exemple des descriptions complètes, ce qui va vous permettre d'intégrer plus de nuances au niveau de votre contenu. Donc la base de données que vous allez créer va être de plus en plus précise et va permettre d'intégrer ce que le modèle aurait raté en utilisant les systèmes OCR. Alors pourquoi je le fais manuellement ? Parce que ça on peut l'automatiser, mais le problème c'est que le modèle va pas être capable par exemple d'identifier cette section ici qui est un distracteur. Comme on l'indiquait, les distracteurs c'est très riche en mots-clés, mais ça n'apporte pas en fait de fonctionnalité. Et on a 2 pages de distracteurs. Donc dans les configurations, dans le cas précis par exemple, je me rends compte que je peux m'arrêter à la page numéro 2 et que la 3 et 4, je peux la retirer. Donc dans ma configuration, je vais uniquement extraire les pages 1 et 2 de ma structure. Ça va donc éviter de polluer mon système. Et ce que j'ai à faire maintenant, c'est de télécharger cette base directement dans l'ordinateur et de l'ajouter dans ma base de connaissances. Ce système va vous permettre donc d'avoir des bases optimisées, nettoyées. Il vous reste uniquement à donner un titre à votre structure, mais vous avez déjà l'intégration du contenu qui a été faite par le modèle. Et vous pouvez aller même plus loin parce que vous avez également
la récupération de toutes les images avec les structures JSON qui le correspondent. Ça veut dire que vous pouvez, si vous voulez, intégrer maintenant à la base de connaissances toute la description des images pour que le modèle soit capable de se faire une représentation beaucoup plus précise de votre contenu. Donc, on est en train de créer un système de connaissance de votre IA. Et ce qui est très important, vous l'avez compris, c'est la qualité de votre donnée. La qualité de vos données va définir ce que le modèle va comprendre. Maintenant, dans la représentation, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que en fait, on ne peut pas du tout se fier sur la représentation du système. Parce que les sujets qu'on vient de traiter sont basés sur la reconnaissance de mots-clés. Étant donné que mon document appelle des fichiers, il va uniquement regarder si le nom est présent à l'intérieur de ces fichiers. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est en présence avec Obsidian d'un RAG, c'est juste ce qu'on appelle un regex, l'identification d'un mot-clé à l'intérieur d'un contenu. Et comme vous l'avez vu, on peut tout à fait le créer manuellement avec la fonction double crochet et vous intégrez donc des relations à l'intérieur des systèmes. Maintenant, comment relier tout ça avec les fonctions de Claude? Ce qui est en train de se passer avec ce qu'on est en train de créer, c'est en fait une base de connaissances avec énormément de contexte. Le point auquel on va devoir être confronté, c'est que plus notre contexte s'allonge, plus la performance du modèle va décroître. Et pour cela, on a une seule solution, avoir une base extrêmement propre, avec aucun distracteur, sinon on va cracher les capacités du modèle. Deuxièmement, Karpathy a proposé une architecture à 3 étages. On va donc réfléchir à l'architecture à 3 étages, voir ce qu'elle amène réellement et comment on pourrait l'améliorer. Karpathy nous dit, on va utiliser du fichier Markdown pur, on va extraire des liens natifs dans un fichier qui s'appelle RAW, et ensuite, on va faire travailler Claude pour créer une mémoire à long terme. Et pour aider Claude à se structurer, on va créer un répertoire qui sera marqué sur un index, c'est-à-dire qu'on va lui dire où se situent les fichiers à l'intérieur du dossier. Donc, on a un dossier RAW qui est le dossier avec votre fichier d'origine, qui est le dossier brut, ça peut être un PDF, ça peut être autre chose. Le dossier wiki, qui est la couche dans laquelle le modèle a écrit, dans une structure standardisée, en général, c'est un fichier Markdown. Et on a une section claude.md qui donne les instructions de comment le modèle doit marcher quand il se sert de ce répertoire. Alors, je vous expliquais en fait le problème de cette architecture. Elle n'est pas bonne. Voici pourquoi. Avec Opus 4.7 Claude, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un système agentique. Ça veut dire que Claude est capable d'envoyer des agents IA travailler en parallèle ou de manière séquentielle, de manière complètement indépendante de l'interface de contexte. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, je vais vous le dire autrement. Quand vous utilisez la même conversation pour écrire un prompt, réfléchir, utiliser des outils, vous cumulez du contexte à l'intérieur de la même conversation. Vous surchargez le modèle, ce qui a automatiquement pour conséquence de vous faire travailler dans les zones les moins bonnes du modèle. Vous chargez tous les documents, 20 pages, 40 pages, 50 pages, vous lui activez des outils, il va se connecter à Internet, il va analyser, bref, vous allez très vite vous retrouver avec plus de 250 000 tokens. Et là, c'est un problème parce que vous allez devoir basculer sur le modèle à 1 million de tokens immédiatement. Et ça coûte 3 fois plus cher. Et pourtant, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, vous allez saturer la fenêtre de contexte et vous allez vous retrouver dans les zones de plus basse performance de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire, Claude? Claude a mis au point un certain nombre de stratégies. On peut utiliser la stratégie de la fonction compact, des subagents, de la fonction rewind ou de la fonction clear. Chacune a une possibilité différente. Quand vous avez beaucoup de documents, c'est laquelle je vais choisir et pourquoi. Ce qu'on veut obtenir, c'est être capable de rechercher de la documentation sans faire chuter la fenêtre de réponse du modèle. Et ça, c'est possible. Voici comment faire. Dans la documentation officielle de Claude 4.7, ce qu'on vous explique, c'est que l'approche la plus flexible consiste à demander à Claude d'utiliser des sous-agents dans la conversation. Ça va permettre d'utiliser des sous-agents pour explorer des fonctionnements de votre demande. Ce qui est important, c'est de comprendre que chaque subagent va avoir une fonction définie. Et il va retourner uniquement la réponse à la conversation principale. Ce type d'architecture permet de répondre complètement au problème de saturation des contextes. Votre travail principal se fait dans la conversation parent, votre subagent exécute la fonction de compaction, de recherche, de comparaison dans votre système Obsidian et il vous livre la réponse et seule la réponse va être ajoutée dans votre discussion. Ça change complètement l'architecture de tout ce qui vous a été dit sur les réseaux sociaux de comment utiliser Obsidian pour créer un deuxième cerveau. Alors dans la séquence maintenant, on va voir comment
les influenceurs vous ont dit d'utiliser et je vais vous montrer comment en fait il faut coder les agents IA pour arriver à faire ça. Tous dans cette vidéo, on va créer un deuxième cerveau. Et ensuite, on va venir reprendre tout le texte qui était sur le lien présent. Le lien présent, c'est le prompt initial de Karpathy. Et je vais vous dire pourquoi le prompt de Karpathy est mauvais. Alors moi, ça me gêne pas du tout d'analyser ce qu'il fait et je vais vous expliquer vraiment ce qu'il faut corriger. La plupart des gens aujourd'hui n'ont pas de compétences en prompt engineering. Ce que je vais vous montrer, c'est que en France, je pense qu'on a de très bons développeurs, de très bons en machine learning, mais on n'a pas de très bons dans le domaine du prompt engineering. Alors, heureusement, j'allais vous dire, je vais vous donner un avis qui va être assez tranché. Si vous lisez en toute objectivité le prompt de Karpathy, et on va prendre le temps de le comprendre. C'est vraiment important parce que pour moi, aujourd'hui, Karpathy il a lancé une idée. Mais si vous lisez le prompt, vous allez vous rendre compte du niveau réel côté prompt engineering. Alors vous inquiétez pas, je vous donnerai la solution après. Copie-colle mon prompt dans le LLM Claude, Code, Claude ou Codex. Voici le prompt. L'expérience de la plupart des utilisateurs, c'est de fonctionner dans un système RAG. Vous téléchargez une collection de LLM, blablabla, blablabla. Tu vas créer de différents dossiers. Tu as une architecture avec des sources brutes, un wiki et un schéma. Tu vas ingérer, faire des requêtes et régulièrement vérifier l'état du wiki. Tu vas faire un index, un journal, et je te donne des astuces. Et en bas, ce document est volontairement abstrait pour décrire le concept d'une implémentation spécifique. Alors, ça, c'est pas un prompt, en toute honnêteté. Un prompt système, ça ressemble à ça. C'est une structure de code extrêmement codifiée, rationnelle, qui a un équilibre entre la liberté d'un modèle, la prise de décision et des schémas de pensée. Je vous explique ce qui se passe. Donc, il a copié-collé le prompt, et voici le résultat du GitHub. Quand vous allez en fait dans la structure des instructions, vous vous rendez compte que le modèle, il a fait qu'une seule chose. Il a créé des commandes. Ingère un document et tu me fiches un fichier index. Alors où est le problème ? Ça va bien si votre document il fait 800 lignes. Mais s'il fait 200 pages, comment il va fonctionner le système ? Il va pas le faire. Donc l'autre point, c'est quand vous faites une query, recherche à l'intérieur de mon document. Donc est-ce qu'il va rechercher dans votre document ? Pas vraiment. Ce qu'il va faire, le modèle, c'est qu'il va injecter l'intégralité de vos documents dans le contexte de Claude. Et c'est tout ce qu'on veut pas. C'est exactement ce que nous explique Claude. Quand vous devez gérer des longs contextes, ce qui va provoquer une mauvaise performance, c'est le fait d'injecter de trop gros contextes. Dans ce cas-là, il faut créer des subagents pour qu'il dispose de sa propre fenêtre de contexte, donc de travail, pour effectuer toutes les tâches nécessaires et ensuite réinjecter la réponse. Donc le problème du prompt de Karpathy, c'est qu'au final, il ne dit pas comment résoudre le problème. Et pire, quand vous lisez la partie de génération, comment utiliser Claude Subagent dans Claude Code. Donc, comment optimiser l'utilisation de Claude 4.7 dans Claude Code. Ce qu'on vous dit très clairement, les subagents, c'est un système de Claude isolé avec sa propre fenêtre de contexte. Il prend en charge une tâche, il exécute et renvoie le résultat. L'idée, c'est donc de créer des instances fonctions associées à un agent. Chaque agent va démarrer de zéro sans être encombré par l'historique de conversation des autres agents. Donc, plusieurs agents peuvent s'exécuter en parallèle et chacun a des permissions différentes. Il faut donc différencier l'agent principal des petits agents qui vont exécuter les tâches qu'on vient de parler. Quand utiliser les subagents ? C'est très clair. Quand il y a une collecte de contexte nécessaire et à l'écriture de dizaines de fichiers. C'est exactement notre cas. On va avoir des centaines de documents, on va avoir des dizaines de documents. Il faut donc absolument séparer la fonction d'exécution de la fonction agent. Donc il faut créer plusieurs tâches indépendantes et dans certaines architectures, il faut réfléchir, est-ce qu'on peut envoyer plusieurs agents en parallèle en batch ou en simultané ? J'en ai parlé dans d'autres vidéos, juste en description. J'en profite pour vous dire que vous avez plus que 24 heures pour les formations. Comme indiqué la semaine dernière, je vais augmenter le prix de toutes mes formations. Aujourd'hui, je pense avoir un des meilleurs niveaux en domaine du prompt engineering. Je vous ai mis toutes les compétences des systèmes agents IA, ChatGPT, Claude, les systèmes agentiques dans ces formations. Je vous explique comment on crée des datasets, comment les utiliser pour votre entreprise, comment optimiser les fonctionnements des agents IA, comment développer des agents IA pour votre business. Tout ça, dans 24 heures, ça sera plus cher. À vous de jouer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle un flux de travail pipeline en système agentique.
Et je vais vous montrer après comment on fait ça. Ça veut dire que vous allez avoir un agent pour explorer les documents, un agent qui va examiner et ensuite réfléchir qui peut travailler en parallèle ou pas. Je vous ai fait d'autres vidéos où je vous montrais qu'on pouvait envoyer des agents parallèles dans certains domaines. La structure, en fait, pour faire quelque chose de très très simple, on peut donc définir 3 subagents qui vont travailler à des fonctions différentes. Et pour utiliser le système optimisé, il faut le structurer de cette manière. Intégrer un nom au subagent, une description de fonction, les outils que le modèle a le droit d'utiliser, éventuellement le modèle de raisonnement. Et ce qui est également possible, c'est de travailler dans un contexte séparé. C'est ce qu'on appelle les fonctions fork. Et ensuite, on donne les instructions au système. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous montrer le résultat final et je vais vous dire où aller le rechercher à la fin de cette vidéo. Ça veut dire une chose très précise. Aujourd'hui, le prompt de Karpathy ne permet absolument pas de créer ce système. En conséquence, le prompt Karpathy amène à ce type d'architecture, ce qu'a fait cet influenceur, qui malheureusement va garder tout le contexte, toutes les informations et va les injecter dans la même interface. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous avez 20 lignes, ça va. Quand vous avez 200 pages, c'est pas gérable. Le problème, c'est que cette vidéo de Karpathy, elle a été partagée 14 millions de fois. Et sur 14 millions, j'ai pas vu grand monde qui a tilté en disant mais ça marche pas. Tout le monde est parti droit dans un système de marketing publicitaire. Et je vais vous expliquer ce que je pense de l'histoire. Vient de valider l'utilisation d'Obsidian combiné au LLM. Un de ses derniers tweets a fait pas moins de 17 millions de vues, où il 17 millions de vues. Je pensais que c'était à 14. Tous les projets sur lesquels je bosse, simplement. Peut-être même que ce serait une section à part du Vault, maintenant. Parce que moi, ma grande difficulté pour l'instant, c'est pouvoir synchroniser le Vault entre plusieurs documents, de la même manière que... En fait, ce qu'on vous a montré, c'est qu'on vous a montré une boule avec des points. Mais en fait, vous avez compris que les boules avec des points, c'est juste un mot-clé qui est présent dans la base de données. Ça ne veut pas dire que les documents sont réellement reliés. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui sont parties dans la même direction et qui, là, vous allez vous en rendre compte, hein. Si vous pensiez que Claude 4.7 c'était cher, mais là vous envoyez des pavés entiers de contexte qui peut durer 40 minutes. Je sais pas qui d'entre vous aujourd'hui ne va pas brûler son forfait avec cette méthode. C'est pour ça qu'il faut complètement abandonner ces méthodes qui sont proposées. Donc là, j'ai venu récupérer le prompt, hein, toi tu l'auras en description, donc regarde, c'est ici, Knowledge Vault Generator Pilot, voilà. Alors, voici le lien du prompt. Je vous mettrai tout ça dans les ressources, je vous dirai où aller rechercher après. Le problème, c'est strictement le même. Vous avez aucun agent IA. Vous avez que des fonctions, et encore, il n'y a même pas de commande. Donc, quand vous lui dites à une IA, quels sont les angles morts, quels sont les chevauchements, quels sont les éléments redondants, comment un modèle va faire pour comparer des documents. Vous vous rendez compte que sur un truc qui fait 10 pages, c'est possible. Mais des documents, 3-4 documents de plusieurs pages, c'est pas possible. Parce que vous allez saturer encore une fois le système. Et là, ça va appeler un moment, la dernière partie de la vidéo, où je vous expliquer pourquoi il faut impliquer des bases vectorielles dans ce type de structure. Déjà parce que rien que la rédaction, vous vous rendez compte qu'il y a 20-30 minutes. Donc ça veut dire que pendant 20-30 minutes, vous payez du token. Donc en termes de coût, c'est explosif. Ensuite, comme il n'y a aucun agent IA, tout se fait dans la même interface. Donc ça veut dire que systématiquement, vous êtes dans une interface de 1 million de tokens obligatoire. Donc, phase de rédaction complète du cluster, 45 à 65 minutes. Si vous n'avez pas un compte à $200, c'est même pas la peine. Alors, je vais vous expliquer la solution et je vais vous dire où la trouver. Primo, ne pas utiliser du tout le prompt de Karpathy. Vous avez compris, c'est pas du bon prompt engineering. Deuxièmement, on va appliquer exactement les process de Claude pour créer des systèmes custom subagents. C'est la documentation officielle. Et qu'est-ce que nous dit Claude? Claude nous explique que pour créer en fait ces systèmes, il faut configurer le subagent en utilisant le système Yalm Name Description Tool Model. Ça, c'est la structure de base. Et ensuite, la fonction workflow du système. Dedans, on peut rajouter des variables effort, notamment les outils, ce qui va permettre de rajouter des fonctions d'outils. Et en vrai, on peut en fait mettre 2 éléments complémentaires. En plus des outils, on peut mettre des fonctions hook. Je ne vais pas traiter ça ici parce que c'est assez technique. Mais également, ce qui m'intéresse, moi, c'est les fonctions fork context. C'est-à-dire, fais travailler ton agent dans un nouveau contexte et injecte uniquement la réponse. Et c'est exactement ce qu'on va se servir. Ce template-là pour travailler. Voici exactement ce qu'il faut faire pour votre système. Vous savez que dans la structure du code, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait créer 3 agents. Le système Wiki Ingestor pour Claude 4.7, qui va travailler avec Obsidian, le Wiki Librairie et le Wiki Subagent, qui va se servir de créer l'indexation et le nettoyage des bases.
Quand vous créez des agents, il faut automatiquement créer ce qu'on appelle aussi des commandes, des systèmes de déclencheurs. C'est ici, juste en bas à gauche, que vous avez la fonction commande, et c'est là que vous déclenchez la fonction de votre agent. Donc, vous appelez pour une fonction spécifique un agent. Et regardez bien la structure. C'est ça qui est important de comprendre. Quand vous déclenchez le wiki ingest, vous lancez un workflow complet avec des étapes qui va s'exécuter dans un subagent. Le subagent, il est nommé wikiingestor.md. On va le rechercher. Regardez la manière dont le code est écrit. Vous avez le nom, c'est ce que je vous ai dit qu'il fallait faire. Vous avez la description de fonction. Vous avez le modèle qui va travailler, les tools et le fameux contexte fork. Et là, ça change tout. Ça veut dire que tout le travail va être fait dans une fenêtre parallèle. Donc, ça veut dire que tous les tokens qui vont être digérés, utilisés pour répondre à votre demande, vont être faits et il va injecter dans l'interface finale que la réponse terminale. Donc, votre agent principal aura un contexte optimisé. Ça change tout le game de l'IA. Mais ce que je vais vous révéler là, c'est le point le plus important. Premièrement, je vais vous donner donc le lien, et le lien, je vais vous permettre de l'obtenir directement. Dans l'interface recevoir par email les bases de l'IA, je vous mettrai tout ça dans la formation sur Claude. Vous aurez donc tous les liens, les répertoires que vous pouvez copier-coller et installer pour votre interface. Vous avez tout le code qui est déjà fait. Mais je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus important et technique. Ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on va envoyer systématiquement de gros blocs de contexte. Donc en fait, on va envoyer des pages entières de contexte. En fait, le gros doute que j'ai, moi, et je vais vous expliquer la solution au problème, c'est qu'en fait, on n'a pas un système RAG. Et la seule manière de comparer le sens des mots, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des bases vectorielles. Et donc, forcément, des valeurs de similarité en utilisant les fonctions cosinus. Tout ça, c'est très bien maîtrisé dans les fonctions RAG. Alors, comment l'intégrer dans ce système? Je vais vous expliquer. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que Karpathy, quand il a parlé d'Obsidian et qu'il nous a gentiment sorti son prompt, en fait, il a solutionné aucun des problèmes. Aucun. Moi, le point de vue que j'ai sur la question d'Obsidian. Alors, Obsidian, je pense que c'est un produit intéressant pour créer des bases de données, de fichiers Markdown sur votre ordinateur. Le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout en faire ce qui a été dit. Mais pas du tout. Et en fait, si vous regardez bien, je pense que c'est un gros coup marketing. Mais attendez avant. Je vais vous expliquer comment résoudre le problème après. Parce que, en fait, ils ont pensé à un plugin pour faire des bases vectorielles. Et quand tu cliques dessus, tu te rends compte que ton plugin, il n'est pas gratuit. Et là, effectivement, tu as accès à des bases vectorielles. Mais tu vas payer la vectorisation. La vectorisation, elle n'est pas gratuite. Donc derrière, si tu veux, moi je me pose un peu la question, est-ce que derrière, c'est pas Mr. Karpathy qui a utilisé de sa position, notoriété et réseau public, 17 millions de personnes se ruent sur le sujet, boum, tous les influenceurs se lancent dessus, par contre sans vraiment avoir compris comment fonctionne un RAG, une query, un contexte, parce que manifestement, il n'y en a pas un qui a compris ce qu'on était en train de produire en faisant ce qu'ils étaient en train de faire. Et derrière, tu te rends compte que si tu veux le faire en automatique et pas t'embêter, il faut acheter le plugin. Donc moi, je pense que c'est peut-être une opération marketing qui ne se dit pas son nom, mais qui est souvent le cas sur les réseaux sociaux. On lance un sujet et en fait, le produit, c'est rien d'autre qu'une base de données en Markdown. Voilà, c'est un constat. Pour l'optimiser, il faut créer des agents IA, mais si tu veux le faire toi-même, voici ce qu'il faut faire. En fait, c'est obligatoire de mettre en place un système de recherche de mots-clés à l'intérieur de ton document. Si tu fais pas ça, c'est impossible. Impossible que le modèle optimise ses recherches et que ça te coûte pas ton forfait entier en moins d'une demi-heure. Alors comment on fait ça? Premièrement, si vous voulez implémenter, moi ça fait 22 heures que je suis en train de coder le système, mais je vous explique le principe. 1. Il faut mettre un système d'indexation basé sur une fonction BM25, c'est-à-dire qu'on met une détection de mots-clés à l'intérieur de ton système de recherche. Donc dans ton document, tu vas détecter des mots-clés. C'est un système regex. Si le modèle détecte le mot-clé, tu récupères le document, tu l'envoies dans le contexte. Après, je vous parlerai d'une autre stratégie encore plus technique. Ensuite, s'il ne trouve pas, parce que ton mot-clé, c'est pas exactement le même. Tu cherches une voiture, et il y a marqué automobile. Ça trouvera pas le terme. Donc dans ce cas-là, tu es obligé de mettre en place un système vecteur. Et dans ce cas-là, on peut le faire en local en utilisant le Qwen3 embedding. Et dans ce cas-là, il faut avoir un ordinateur. Je vous donne un peu les configs qu'il faut avoir pour faire ça. Un Qwen3 embedding 4B, honnêtement, avec 6 Go de RAM, ça passe sur la carte graphique. J'allais vous dire, en mémoire vive, je vous conseille au moins 64 de DDR4. Si vous avez plus, c'est mieux. Ceux qui ont plus, vous pouvez passer en embedding 8B.
faut avoir au minimum 10 Go de VRAM et vous mettez ce système pour créer votre base de données directement dans l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça prend en termes de place? Grosso modo, si on a 100 000 chunks, ce qui commence à être pas mal quand même, 600 MO, et ça prend environ 1 à 2 Go de RAM. Si on est à 1 million, on est à peu près à 6 Go de taille fichier, 8 à 12 Go de RAM. C'est pour ça que je vous dis 64 de DDR4, c'est normalement OK. Donc là, ça nécessite quand même d'avoir des ordinateurs avec un processeur relativement récent. Alors, le processeur, c'est pas le capital, c'est avoir de la RAM et avoir une carte graphique. Derrière, on met un système qu'on appelle un re-rank. Retrivial Re-Rank. Il va sélectionner les séquences les plus pertinentes pour les injecter dans le contexte. Et tout ça, ça se fait dans un agent IA qui est séparé du contexte de l'agent principal. Parce qu'on va toujours utiliser la fonction fork pour aller récupérer le contexte. Donc vous voyez qu'une architecture agentique, c'est une architecture de travail. Donc dans l'idée de schéma, je vous mettrai le lien si vous voulez pour comprendre l'architecture, comment elle est faite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez en fait créer et ingérer un fichier, vous ne pouvez pas envoyer 200 pages, même pas 40 pages. C'est pas possible. Parce que les systèmes de vectorisation sont limités à 4000 tokens. Donc en fait, il faut mettre une fonction de chunk, de découpe. Donc il y a un workflow à mettre en place. Comment vous découpez, sur quelle base, et donc mettre en place toute cette partie-là à l'intérieur même de votre machine. Donc vous rendez compte que le problème est beaucoup plus complexe pour développer un vrai cerveau à partir de la base Obsidian avec Claude 4.7. Si vous laissez la structure de base, vous allez saturer complètement le contexte Windows, et Anthropic l'explique très clairement. Vous allez saturer votre interface à 1 million. La seule solution qu'on a, c'est de créer au moins un système subagent. Ça, c'est le système de base qu'il faut mettre en place. Et si vous voulez développer une base de connaissances, derrière, il faudra mettre un modèle d'embedding et de retrivial pour aller rechercher votre donnée. Ça sera très rapide. Une fois que c'est vectorisé, c'est extrêmement rapide et ça permet réellement de comparer la différence sémantique entre les concepts. Je vous mettrai donc toutes les informations dans l'interface, les bases de l'IA, et rappelez-vous, c'est le dernier week-end avant l'augmentation des prix des formations. Je pense que vous avez certainement le meilleur niveau d'IA aujourd'hui au sein de ces formations pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. À plus.